C'est parfait, le direct est lancé. Euh, Super. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, si vous ne l'avez pas encore deviné, le thème de la soirée se porte sur la collapsologie et sa représentation et ses représentations. Donc, nous avons la chance d'accueillir Jacobo Rasmi qui va nous présenter son ouvrage Génération collapsolote, naviguer par temps d'effondrement qu'il a coécrit avec Yves Citon. Et juste après cette conférence, vous pouvez retrouver la diffusion du film de Louise Deltrieux, Patching Topias. On vous remettra le lien dans le chat. Alors, bonsoir Jacobo, merci d'être avec nous ce soir. Donc, vous avez sorti ce Génération collapsolote, naviguer en temps d'effondrement il y a presque un an, si je ne me trompe pas. Et donc, ce livre porte sur vraiment les représentations, sur le questionnement de pourquoi la collapsologie est-elle ancrée dans notre imaginaire, quelles en sont donc ces représentations, quelles en sont aussi ces dérives. Est-ce que finalement la collapsologie est-elle inévitable ou peut-être exerce-t-elle un attrait qui nous pousse au contraire à la préférer à d'autres alternatives? Du coup, je vous laisse présenter, nous expliquer un peu tout ce qui découle de toutes vos déductions que vous avez pu trouver suite à votre ouvrage. D'accord, merci. Merci, bonsoir à tous et à toutes, et merci pour être là et nous écouter ce soir. J'étais particulièrement reconnaissant d'être invité à Grenoble pour faire quelque chose, parce que c'est l'endroit où j'ai commencé à faire de la recherche en France et où est né aussi un peu l'intérêt pour ces thèmes qui ont débouché sur ces livres. Et malheureusement, bon, là, on se retrouve pas ensemble à Grenoble, mais peut-être que retourner un peu au début du parcours, ça pourrait être intéressant pour comprendre la manière dont moi et Yves avons abordé cet ensemble de discours et de pratiques du milieu écologique et politique qu'on appelle la collapsologie ou les discours de l'effondrement. Je vous propose peut-être de m'entretenir avec vous pendant une trentaine de minutes, une grosse trentaine de minutes, en vous partageant quelques images, un peu de texte. Je préparais quelques slides pour accompagner un peu cette prise de parole qui, voilà, normalement, si tout va bien, vous voyez mes slides. Donc, c'est une petite prise de parole qui va parcourir un peu l'origine et les enjeux de ce travail autour, avec, en compagnie de la collapsologie, qu'on a fait à quatre mains, deux voix, avec Yves Citon. Donc, je pense que c'est intéressant de repartir de quelques dates. 2015, c'est une date qui est assez significative, à la fois parce que ça marque un peu le début de ma thèse, et en même temps, cela coïncide aussi avec la sortie d'un livre, qui est le livre qui va lancer ce terme, la collapsologie, qui est présente dans son sous-titre, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et en même temps, c'est le début de ma thèse. Ce texte qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'outage d'une génération présente, à la fois lance ces termes, comme je vous disais, et un peu va entamer cette mode ou cette obsession pour la question de l'effondrement, qui en réalité est beaucoup moins récente que ce que cela ne pourrait paraître. Elle reprend, elle métabolise toute une série de discours et d'analyses qui remontent beaucoup plus loin, au moins à la fin des années 60 et début des années 70. Collapsologie, c'est terme que Pablo Servigne et Raphaël Stevens inventent avec cet ouvrage, signifie tout simplement une sorte de discipline scientifique, une logie donc, qui s'intéresse à l'effondrement, en particulier celui de notre civilisation,
et que, comme toute discipline scientifique, va essayer de mettre en place un système de preuves, de chiffres, de faits, d'hypothèses pour nous démontrer la manière dont cet effondrement va se passer ou est en train de se passer. Donc, moi, en réalité, à l'époque, j'étais en train de faire pas exactement des recherches dans ce domaine-là. C'est un peu d'une manière latérale et décalée que je tombe sur cette science de ce qui tombe, donc la collapsologie. Et peut-être ça reste dans l'esprit du travail qu'on a fait avec Yves autour de la collapsologie, cette approche un peu en décalage, un peu hétéroclite, qui je crois caractérise notre réflexion. À l'époque, j'étais plutôt en train d'étudier pour ma thèse des créations documentaires de l'Italie contemporaine en les reliant à des questionnements de type écologique. Qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité écologique dans le monde documentaire? Et en particulier, entre autres, je m'intéressais à un type qui s'appelle Michelangelo Framartino, que vous connaissez probablement pas. Et c'était bon, souvent c'est comme ça les thèses, on s'intéresse à des choses que à quoi personne d'autre s'intéresse. Et ce type, Michelangelo Framartino, faisait des films dans un endroit perdu au fin fond de la Calabre, qui pourrait être un espèce d'espace soit effondré, soit qui suit notre civilisation thermo-industrielle, urbaine, etc., ou bien où celle-là, elle n'est jamais arrivée. Et donc, voilà, c'est un contexte assez arriéré, reculé, sûrement non moderne, où il fait ses films. Et dans ces films, comme par exemple Les Quatre Voltes, c'est lui dont vous voyez des images à l'écran, il y a une série d'événements un peu burlesques où des objets tombent, glissent de valent, etc. et déclenchent une série d'accidents en cascade qui, entre autres, vont amener au débordement de la nature dans le monde humain. Comme par exemple dans la scène qui est résumée par ces deux photogrammes à l'écran, où il y a une espèce de camionnette à laquelle un chien, un jouant, va enlever une cale et qui tombe contre l'enclos où les chèvres sont en train de reposer. Donc les chèvres s'échappent et envahissent le village humain jusqu'à attendre la chambre de ce vieux que vous voyez. Eh bien, voilà, moi, je travaille sur ces choses-là, sur ces images-là, et j'ai eu l'impression, en lisant le travail de Raphaël Stevens et Pablo Servigne, que voilà, il y avait une drôle d'écho qui se mettait en place entre les deux choses, quelque chose d'un peu surprenant et probablement pas très prévisible, car Pablo Servigne et Raphaël Stevens, avec la collapsologie, décrivaient précisément des phénomènes effets domino qui sortent de notre maîtrise, de notre contrôle, où l'environnement, quelque part, prend le dessus, l'épuisement de cet environnement prend le dessus et va provoquer des bouleversements. Donc voilà, c'est comme ça que je commence à m'intéresser à ces types de discours. Et ensuite, lorsque moi j'étais en train de terminer un peu ma thèse, donc entre 2018 et 2019, avec Yves Citon, on s'est retrouvé à faire le constat, comme ça, vraiment au niveau un peu de sensations empiriques, que dans le média, dans le débat politique et aussi dans le monde militant avec lesquels on était un peu en lien, ce type de thème, le fondement, la collapsologie, commençait à prendre de plus en plus de place. C'est quelque chose que nous a poussé à nous y intéresser, à s'intéresser au discours de collapsologues qui devenaient de plus en plus nombreux, en essayant de voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de positif, tout en remarquant qu'il y avait une série d'impasses qu'on peut-être il fallait apprendre à éviter, à esquiver. Celle qui était à l'époque une sensation, donc une impression, ensuite, bon, en l'étudiant, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une montée assez puissante de ce type de discours dans notre espace de discussion et de réflexion et dans notre imaginaire, ce qui, entre autres, a été documenté assez bien par un travail un peu statistique que je vous affiche en étudiant un master à l'IEP Strasbourg qui s'appelle Thibaut Afgar,
qui, par exemple, démontre comment, dans les principaux médias francophones, il y a eu vraiment une flambée de termes et des discussions autour de la collapsologie, exactement autour de 2018-2019, ce qui coïncide avec la période où nous sommes penchés sur ce type de problème. Donc, on n'a rien d'original, tout le monde parlait de la collapsologie, voilà, nous, on a juste suivi. Peut-être que vous êtes plutôt expert et féru et connaissez assez bien ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la collapsologie. Alors, je vais quand même faire un petit effort de synthèse pour bien résumer ça avant de rentrer plus dans la manière dont nous lisons ce type de discours. Comme je vous disais, la collapsologie est une forme de discipline presque scientifique qui se veut très rigoureuse, très solide, très dure et qui fait une analyse plutôt carrée et verrouillée de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et c'est pour ça qu'on a déjà essayé de la résumer comme un peu de syllogisme en 3 points qui sont assez, quelque part, qui s'enchaînent de manière assez stricte. Disons que quand on parle d'effondrement, on parle d'abord d'une analyse du développement socio-économique dont nous, surtout dans le monde occidental, bénéficions et qui, historiquement et actuellement, un développement qui s'avère, selon ce point de vue, autodestructeur, insoutenable, injuste. Et quand je parle de développement socio-économique dont nous bénéficions, je parle du développement socio-économique issu d'un système de globalisation, extraction, industrialisation que a connu l'époque moderne. Deuxième question, un jeu dans la pensée de l'effondrement, c'est le fait que ce système socio-économique s'est construit de plus en plus selon des formes d'organisation complexes et imbriquées à une échelle mondiale qui s'avèrent en ce moment particulièrement vulnérables et immaîtrisables lorsque quelque chose va vriller, va coincer. C'est là, donc ces deux prémices et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que tout accident de grande échelle, toute disruption qui est probable de grande échelle, qui se produit à l'intérieur de ce système socio-économique globalisé et très fragile, va provoquer des formes de court-circuits généraux dont vont faire les frais l'ensemble des infrastructures socio-économiques interdépendantes dont nous dépendons et qui vont quelque part s'abîmer d'une manière durable. Cet accident peut être quelque part l'épuisement d'une ressource clé comme le pétrole, un grand accident nucléaire, une crise financière ou bien encore un petit virus qui naît en Chine et qui va traverser la planète d'une manière foudroyante. Ça, c'est un peu le discours qui est souvent présenté d'une manière très, comme je vous disais, très rigoureuse, très solide par ceux qui portent le discours sur l'effondrement. Et en réalité, moi, j'ai envie donc de vous dire ça au début et ensuite de vous montrer, de passer rapidement à travers toute une série d'éléments en tension, parfois en contradiction, qui crée un portrait du milieu collapsologique beaucoup plus, quelque part, complexe et animé d'énergies différentes et qui ouvre la possibilité de le traverser et de s'en emparer de différentes manières. De toute manière, quelque chose qui sûrement n'est pas résolu, sûrement n'est pas si monolithique que ça. Donc, la première tension que j'ai envie de mettre en avant, c'est celle qui existe entre une composante qui est purement scientifique de la collapsologie, dont je vous ai parlé. Donc, le fait que la collapsologie est tout d'abord un savoir plutôt objectif, surplombant, chiffré, qui s'exprime souvent par des calculs, par des graphiques, par des tableaux, comme par exemple un rapport du WWF que vous voyez sur la chute de la biodiversité.
Et cela, en même temps, coexiste avec un autre aspect de la collapsologie tel qu'on l'a vit actuellement, qui est le côté plutôt de l'expérience existentielle, affective, valoriale, qui est impliquée et qui rentre en relation avec ces savoirs scientifiques. Et qui est plus de l'ordre du personnel, qui peut être assez bien incarné par exemple, une série de podcasts que je vous conseille de Pieds sur Terre qui s'appelle L'effondrement et moi, mais qui peut être aussi lu à travers tous ces livres qui sortent en ce moment sur l'éco-anxiété, la solastalgie, dont je vous en cite un. Et c'est même le parcours de Pablo Servigne et compagnie, donc c'est vraiment les collapsologues par excellence, qui, quelque part, décrit, met en scène cette tension, parce que effectivement, ils font un premier livre en 2015 qui exprime plutôt un savoir scientifique assez précis, documenté, etc. Comment tout peut s'effondrer. Et après, en 2018, ils font un deuxième livre qui s'appelle Notre fin du monde possible, et qui va se déplacer, qui va essayer d'articuler avec plutôt l'aspect personnel, existentiel, affectif de ce type de domaine. Deuxième tension qui me semble assez intéressante, c'est le fait que la collapsologie a à la fois un pied dans une échelle planétaire. Donc, on se soucie, quand on parle d'effondrement, de grands phénomènes mondiaux, globaux, comme le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, les systèmes de production énergétique fossiles, etc. Et ce que je vous, quelque part, décris, par exemple, en vous montrant la courbe de Killing, qui est cette courbe qui décrit la manière dont, dans l'atmosphère, augmente régulièrement la CO2, les CO2, et qui va nous poser un problème. Ça décrit un problème qui se pose à l'échelle globale, à l'échelle de la planète entière, sans forcément rendre compte. Là, on dit, bon, il y a la CO2 qui augmente, mais on ne rend pas compte de ce qui se passe dans chaque situation particulière située, qui produit cette CO2 au niveau local. Pareil, on parle de réchauffement climatique, mais qui subit le réchauffement climatique? Il y a plusieurs situations assez différentes. Donc, il y a une échelle planétaire, et en même temps, il y a l'autre pied qui est dans la chaussure plutôt de l'ancrage local. Il y a le mouvement collapsologique ou de l'effondrement, s'articule aussi beaucoup dans des expériences très situées, à une échelle vraiment micro, qui donc rentrent en tension, hein, avec ce niveau vraiment très impersonnel et délocalisé qu'est la planète. Je pense aux éco-villages, aux fermes légères et compagnie. Ça, c'est la deuxième tension. Une troisième tension qui me semble assez intéressante aussi par rapport à l'optique qui est celle du Moïse, est l'idée que la collapsologie se situe à mi-chemin ou en tension entre un phénomène qui est assez masse médiatique, c'est-à-dire qui se crée par la capacité de discours de l'effondrement et de la collapsologie de rentrer dans une économie de l'attention qui est celle des mass médias, une économie affective, spectaculaire, de vedettes, qui est celle des mass médias, où il y a des imaginaires, des mots-clés, des analyses qui sont diffusées dans le centre qu'elle a des grandes masses de public. Par exemple, voilà, un mass média peut être la télé, qui va réaliser, il y a un an, cette série, donc série produit mass médiatique par excellence, qui s'appelle L'effondrement. Et en même temps, il y a toute une dynamique beaucoup plus horizontale en réseau de développement et de partage de connaissances et des pratiques de l'effondrement, qui est de l'ordre du collaboratif, de l'échange, qui n'est pas du tout dans la verticalité mass médiatique, dont un exemple pourrait être une série de groupes Facebook, par exemple, de connaissances et partage d'outils, de textes, etc. Par exemple, la page Adopte un collapso de 2018, qui a été ouverte en 2018. Quatrième tension, ce qui m'appartient aussi plus particulièrement, c'est le fait que, en fait, la collapsologie est surtout un phénomène français, francophone ou franco-français, que moi, en partie, avec mon entourage à la base italien, j'ai regardé avec un peu de distance, voire de perplexité quand j'en parlais avec des amis en Italie. Le mot collapsologie n'existe qu'en français, par exemple. Et donc, je me retrouvais un peu dans la posture du roman qui regarde Astérix et Obélix, les Gallois qui ont peur que les ciels leur tombent sur la tête, et on ne comprend pas pourquoi ils ont peur que les ciels leur tombent sur la tête. Ça, c'est vrai, c'est un espèce de phénomène d'emballement de bulles françaises.
Et en même temps, la plupart des thèmes et des préoccupations de l'écologie, écologique de la collapsologie, eh ben, sont en lien assez étroit avec des mouvements qui, même s'ils ne parlent pas tout le temps de collapsologie ou d'effondrement, se soucient des mêmes questions. Euh, Par exemple, je pense à l'exemple de Fridays for Future, mais aussi, par exemple, d'un mouvement comme Extinction Rebellion, etc. Euh, Dernière tension que je vous propose de regarder pour comprendre cette complexité et ambivalence et ouverture du mouvement de l'effondrement, de la collapsologie, est celle entre une manière de l'habiter plutôt à droite et une manière de l'habiter plutôt à gauche, pour faire référence à quelque part, deux positions qu'on partage approximativement. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une manière d'envisager les questions de l'effondrement qui sont plutôt basées sur des optiques individualistes, compétitives, guerrières, et aussi identitaires, de défense de la petite communauté d'un petit territoire, qui est incarné donc par le mouvement plutôt survivaliste, dont un exemple est le travail au niveau éditorial de quelqu'un qui s'appelle Piero San Giorgio. De l'autre côté, il y a plutôt une collapsologie de gauche, si on veut dire, et qui me paraît plus intéressante et féconde, qui on va plutôt mettre l'accent sur des valeurs de gauche. C'est pour ça que je parle de collapsologie de gauche, comme la collaboration, l'entraide, l'organisation plutôt du bas, et aussi de construction, l'invention d'autres mondes et d'autres formes de vie d'une manière aussi solidaire. Ces portraits d'une écologie qui est traversée par plein de tensions et qui est ouverte quelque part donc il y a plein de problèmes aussi à résoudre, à discuter, à débattre. Quelque part, nous amène aussi à cette chose qu'on a remarqué assez vite avec Yves quand on s'est penché sur ce type de débat, c'est-à-dire l'effondrement est aussi un terrain de controverse, comme pour citer un terme de Bruno Latour. Un des efforts préliminaires qu'on a fait en écrivant le livre, c'est de cartographier un peu un champ de polémique, où on avait une polémique, donc une guerre entre différentes positions intellectuelles, différentes manières de voir la question écologique et de critiquer ou pas les positions des gens qui portent le discours de l'effondrement. Et par exemple, donc, on a cartographié tout un champ de polémique. Il y a toute une série d'arguments récurrents. Par exemple, l'idée que la collapsologie serait surtout une sorte de plat de luxe qui se mange juste entre petits bourgeois privilégiés parce que c'est les seuls qui ont les temps et les ressources pour aller se faire un petit éco-village, et aussi pour se soucier de ce qu'ils vont perdre. Les autres, les prolos, bon, ils n'ont pas grand-chose à perdre et aussi ils n'ont pas le temps ni les énergies pour aller cultiver des choux et élever des chèvres. De l'autre côté, il y a toute une série d'arguments comme ça, l'idée que la collapsologie tend à être démobilisante d'un point de vue politique parce qu'elle donne comme acquis inévitable la fin de notre monde. Alors pourquoi s'organiser pour l'esquiver si c'est inévitable? On critique aussi la collapsologie car elle fait des analyses en disant que bon, le pire est certain, mais on ne prend pas en compte toutes les révolutions, les bouleversements d'un point de vue technique qui pourraient changer par exemple, notre rapport à la production de l'énergie, au recyclage, etc. Et voilà, il y a vraiment une très grande, la collapsologie constitue aussi un très grand terrain polémique, mais, et là j'en arrive peut-être plus frontalement au livre qu'on a écrit avec Yves, nous, on n'avait pas tellement envie de jouer ce jeu-là. Donc, pas tellement envie de jouer à qui avait plus raison par rapport à l'écologie, si on était pour ou contre la collapsologie. C'est cette approche un peu binaire. Donc, on s'est plutôt posé la question de comment transformer le discours sur l'effondrement et l'imaginaire que cela porte, le transformer d'une hantise, donc une obsession, ou bien d'un aveuglement vers une perspective, donc quelque chose qui ouvre et qui produit des effets plus désirables et qui met en place, qui met en branle des initiatives, des changements, des transformations
qui pourrait être intéressante. Le titre même du livre fait référence un peu à ça. Alors, ce titre qui peut être un peu obscur au premier impact, bon, fait référence d'une manière littérale au fait que ces générations collapsonautes dont on parle, qui naviguent à travers des effondrements qui sont déjà en cours, sont les deux auteurs du livre. Donc, il y a une bonne trentaine d'années qui séparent moi et Yves, et aussi deux positions différentes en termes de parcours professionnel et de parcours biographique, etc. Et on avait envie de travailler à quatre mains sur ce texte aussi pour déjouer cette polémique ou cette confrontation un peu frontale qu'on a entre la génération des gens qui ont 30 ans, 20 ans et qui reprochent aux boomers d'avoir détruit le monde dans lequel on vit, et on essaie de leur faire payer le prix de ce qu'ils ont fait. On se disait que bon, la polémique et la compétition, la guerre n'est pas la manière qu'on a envie d'adopter en vivant dans ce monde en cours de s'effondrer, et donc plutôt l'alliance entre générations. Mais, et là je reviens donc au titre, mais les titres de génération, c'est aussi vraiment d'une manière assez banale et assez étymologique ce qu'on génère. Alors l'effondrement, souvent on l'associe à ce qui finit, à ce qui se termine, à ce qui disparaît, et on avait envie plutôt de retourner l'argumentaire ou la réflexion en donnant ce titre au livre, pour se demander qu'est-ce qui est généré, qu'est-ce qui se génère, qu'est-ce qui naît dans le contexte actuel de crise, qu'est-ce qu'on produit. Et avec aussi peut-être un troisième niveau que je cite avant de poursuivre mon discours, génération, vraiment, ça a quelque chose à voir avec la création en termes aussi de représentation, d'imaginaire artistique, de formes vraiment esthétiques et sensibles, et qui reviennent tout le temps dans notre livre. On met tout le temps en relation des problèmes de l'ordre de l'écologie collapsologique avec des œuvres d'art qui peuvent être des films, des performances, etc., des livres, parce que ça fait un peu partie de notre parcours de chercheurs qui sont plutôt en sciences humaines et sociales. Donc, juste pour faire un petit tour rapide dans les livres, et donc quelque part répondre d'une manière plus directe à Marine. Donc, le livre s'articule en différents chapitres, et chaque chapitre prend une perspective un peu insoupçonnée, un peu surprenante, et qui nous permet d'analyser les thèmes de l'effondrement avec un certain décalage, et peut-être en dégager donc des richesses, et en esquiver les problèmes principaux. Une manière, par exemple, pour nous, je vous en donne trois ou quatre rapidement, juste pour vous montrer comment ça fonctionne notre livre. Évidemment, nous, on n'est pas des collapsologues, on ne souhaite pas l'être, on n'a pas les instruments pour jouer avec les chiffres, les analyses, c'est plutôt des ingénieurs, des gens comme ça qui prennent la parole dans ce type de contexte-là. Donc, par exemple, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les outils de la langue? Les deux, nous avons fait d'abord, avant d'être un peu nomades sur d'autres domaines disciplinaires, des études en littérature. Et par exemple, on a prêté attention à la collapsologie d'abord comme création de termes, de mots qui sont vraiment chargés d'une grande puissance à la fois conceptuelle, médiatique, etc. Donc, on se demandait, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire de parler d'effondrement? L'effondrement, un seul effondrement avec un E, un grand E majuscule, qui est vraiment un peu le mantra de ce type de domaine de réflexion. Effondrement, ça signifie une modalité particulière de chute, d'écroulement. Quand on parle d'effondrement, on se disait avec Yves, de quelque chose en tout qui est entraîné par le fond d'un seul coup, d'une manière soudaine, qui se termine, qui s'écroule d'une manière soudaine, à cause de fragilité interne. Le mot anglais collapse, qui fonctionne en français et qui est quelque part le référent analogue, exactement dans sa racine latine, cet effet-là de tout s'effondre d'un seul coup, cum lapsus, en ensemble qui tombe tout ensemble.
donc qui nous projette dans cette espèce d'imaginaire apocalyptique ou bien révolutionnaire, soit on est effrayé, soit on est jubilant, mais d'un monde qui tout d'un coup disparaîtrait entièrement. C'est à quoi on ne croit pas tellement et qu'on pense être quelque part un parasitage millénariste ou eschatologique qui nous aveugle. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait mobiliser comme autre terme pour mieux décrire la situation de crise et de fragilité dans laquelle nous sommes et que les collapsologues mettent à juste titre en avant. On ne parle pas des catastrophes, on ne parle pas des désastres. On a suggéré l'idée de penser la collapsologie à travers les délitements au pluriel, des délitements au pluriel et au présent, voir déjà en cours, donc déjà passé. Quand on parle de délitement, on parle de processus de morcellement, de désarticulation, d'effritement, où les choses qui se désintègrent, qui s'éparpillent, qui donc se produisent d'une manière beaucoup plus étalée dans l'espace et dans le temps, de manière beaucoup plus hétérogène d'un point de vue géographique, social et spatial, qui donc nous projette dans une manière de penser l'effondrement comme un effondrement qui est en cours et qui est pluriel et qui est assez différencié. Ce qui d'ailleurs on peut voir avec le Covid, par exemple. La Covid, si c'est un effondrement, c'est un effondrement où il n'y a pas une fin, quelque part une conclusion absolue de notre monde, mais une fragilisation de notre monde, où il y en a certains qui s'en tirent mieux que d'autres, qui agit petit à petit et qui a des soubresauts, etc., etc. Donc, première perspective pour peut-être envisager différemment l'effondrement, une perspective lexicale du passage de l'effondrement au délitement, en se disant au passage que le fait que notre système unique, monolithique, se désagrège et que ça se fissure avec des délitements, c'est aussi, il va peut-être respirer, il va s'aérer, il va laisser de la place pour plein d'autres petites formes de vie et mondes alternatifs qui commencent à se produire dans les ruines de ces systèmes qui est en crise. Une autre perspective qui nous semble assez féconde pour repenser la collapsologie, avec des outils un peu de théorie critique, est celle des coloniales. Alors, dans le livre, on jouait un peu avec un montage qu'on a fait nous-mêmes de visages de collapsologues célèbres, en les présentant comme les visages pâles de la collapso. Donc, c'est tous des mecs, tous blancs, tous plutôt âgés et plutôt en chemise, voire en costard-cravate. Donc, c'est eux qui annoncent l'effondrement. Et ce qui peut-être fait sonner une petite clochette d'alarme. En prenant un point de vue décolonial, on pourrait peut-être se dire que ce n'est pas le monde entier ou la planète entière qui s'effondre ou qui est vraiment en crise en ce moment, mais c'est plutôt, on pourrait dire, un système, ce système qui est en train de se déliter, est ce système qui a été mis en place par le modèle colonial d'organisation du pouvoir géopolitique et de la production économique, qui essentiellement est basé, on disait dans le livre, sur le modèle de la plantation. La plantation qui est ce type de paradigme où on va quelque part, on trouve une seule ressource qui nous intéresse, nous en Europe, de l'autre côté du monde, et on va organiser tout un écosystème pour produire cette ressource-là, en s'en fichant de tout ce qui est autour, pour ensuite l'extraire et l'amener là où on en a besoin. Bon, peut-être le modèle qui s'effondre n'est pas le monde entier, mais c'est le monde colonial ou post-colonial qu'on a hérité. Et donc, les gens qui ont particulièrement peur de ce qui est en train d'arriver, c'est les gens qui en profitent, notamment donc les secteurs les plus dominants et privilégiés de la société globale, dont nous faisons partie, évidemment. Donc, c'est normal que nous avons peur de l'effondrement. Et par ailleurs, ce système colonial a déjà entraîné depuis des siècles et entraîne toujours des formes d'effondrement, de délitement d'autres civilisations qui ne sont pas la nôtre, des formes de crise d'autres peuples, d'écosystèmes d'autres peuples, qui font les frais de systèmes qu'on a imposés au niveau global. On pense par exemple
au sort de beaucoup de peuples africains ou d'Amérique latine, etc., dont nous parlent les théoriciens de là-bas qu'on a cités dans les livres, comme Achille Mbembe, par exemple, ou encore Felwine Sarr pour ce qui concerne l'Afrique. Et en même temps, on essaye de prêter un peu attention, pas seulement aux effondrements qui ont déjà frappé d'autres peuples, mais aussi à la manière dont ces autres peuples qui vivent dans des situations qui pourraient correspondre à notre monde en ruine, qui se sont déjà effondrés, bah là, ces peuples, ils développent de manières de s'organiser, de formes des valeurs, de formes des vies, qui peut-être pourraient nous apprendre quelque chose par rapport à ce qui pourrait être fait dans un monde abîmé et affaibli dans lequel on va se retrouver. Donc, prêtez attention aux voix, aux expériences de peuples qu'on a laissé effondrer et qui ont été capables de survivre, de naviguer à travers leurs effondrements. Une troisième petite perspective qu'on évoque aussi, et aussi peut-être on revient, on fait un petit retour à mon ami Michelangelo Framartino, c'est aussi la perspective de parler de la collapsologie sous un ton plutôt, par un ton plutôt comique que tragique. Alors, le constat de départ est assez simple, c'est que quand on parle de la fin du monde ou de notre monde ou de sa faiblesse, on a plutôt un ton, un registre qui est de l'ordre du tragique, du dramatique, de l'angoissant, ce qui a tendance à nous chagriner, à nous méduser et pas à nous rendre aptes à vraiment faire avec ce qui nous arrive et habiter cet effondrement. Alors, on se dit que peut-être la meilleure manière une manière peut-être intéressante de parler de ces arguments de la collapsologie qui nous paraissent fondamentaux, c'est de le faire en adoptant au moins de temps en temps des imaginaires ou des tonalités plutôt de l'ordre du comique, de l'ironique. Et là, on pense par exemple à tout cet univers du monde comique, des gags, des blagues, par exemple, qui caractérise, qui peuple le cinéma. Je pense en particulier, moi j'aime beaucoup les cinémas de la comédie du temps du muet, de la comédie qu'on appelle slapstick, des gens comme Buster Keaton, où en fait, ce qu'on voit tout le temps à l'écran, c'est des sujets humains qui sont incapables, qui sont défaillants, qui n'arrivent pas à maîtriser le monde qui les entoure, les environnements, et qui sont emportés, entraînés dans des séries d'accidents qui les entraînent et qu'ils subissent. Et voilà, c'est un peu ça ce qui nous passe lorsqu'on envisage l'effondrement. Des phénomènes hors contrôle que nous, êtres humains, ne sommes pas capables de gérer. Et c'est un peu une parodie de ce sujet humain moderne que nous sommes. Euh, et peut-être c'est une meilleure manière, c'est en souriant qu'on peut envisager notre fragilité de ces temps d'effondrement. Et entre autres, on se dit aussi que souvent, en fait, c'est le modèle tragique dans la narration, dans le théâtre, etc. Dans le modèle tragique, on a un héros, plutôt un homme d'habitude, qui s'oppose à des forces adverses contre sa volonté et qui essaie à tout prix de surmonter ça, même s'il va s'autodétruire. Et en acceptant donc que c'est une bataille contre la nature, contre l'autre, etc. Alors que souvent, plutôt dans le monde comique, dans l'imaginaire comique, on a des gens qui n'ont pas de grandes prétentions et qui essaient de faire avec ce qui leur arrive, qu'ils subissent et qui se mélangent, par exemple dans le monde du carnaval. Bon, juste pour vous donner donc cette piste, une dernière avant de conclure, c'est alors je vous disais, nous on vient plutôt des lettres, moi je travaille plutôt sur le cinéma en ce moment, mais on s'est dit que c'était un peu bizarre parce que en fait, si vous entendez parler les collapsologues, surtout certains collapsologues, ils nous présentent l'effondrement comme une affaire comme je vous disais, expertise scientifique, où notre rapport avec le temps qu'on est en train de vivre et avec le futur passe à travers des calculs, passe à travers des formes, des statistiques, passe à travers des données, etc., etc. Ce qui nous permet de produire un savoir objectif, concret, à travers lequel on peut remettre en discussion les discours, par exemple, des dominants, des multinationales, des États, etc. Et en même temps, ce savoir-là, souvent, est un peu aride, un peu pauvre, et n'est pas capable de vraiment nous habiter, nous mobiliser, changer nos conduites et nos manières de se concevoir, nos valeurs. Et on se dit, pourquoi pas faire un tour plutôt du côté du domaine
du narratif qui construisent nos scénarios, notre imaginaire. Et peut-être là, il y a peut-être un déverrouillage qui s'opère. Et donc, pas forcément renoncer au savoir, mais travailler aussi sur le côté des croyances qui sont nourries par les fictions. Euh, on y pense surtout dans deux directions. La possibilité par les narrations, par exemple, de prévoir et d'habiter d'ores et déjà, de se préparer à des situations, des difficultés, des crises qui s'annoncent, et voilà, on peut les imaginer, les agencer et quelque part les vivre en amont grâce à la fiction. Et aussi, la fiction peut être aussi un petit laboratoire où on élabore, on met en scène, on expérimente des formes de vie, des formes de communauté, d'organisation qui ne sont pas présentes actuellement, mais qui peuvent être imaginées et déjà habitées. Et pour ça, on a par exemple fait tout un travail un peu de lecture et de valorisation d'une grande vague de romans de romans ou de prose plutôt littéraire qui en France accompagnent aussi la montée de vente des bouquins de collapsologie et qui sont, même s'ils ne sont pas de la littérature collapsologique, mais qui vont quelque part construire un champ de dialogue avec la collapsologie. Je vous en mets deux juste dans la slide qui sont, donc c'est les livres des ateliers de l'Antemonde, donc un laboratoire d'écriture collaborative, un assez beau projet qui s'appelle Bâtir aussi, paru chez Cambourakis en 2019, et il est très très connu, Les Furtifs d'Alain Damasio en 2019. Pour conclure, et après j'aimerais bien pouvoir en discuter avec vous, j'avais envie de dire que donc avec cette multiplication des perspectives à travers lesquelles on essaie de déverrouiller un peu le discours de l'effondrement en l'envisageant comme quelque chose qui n'est pas une fin, une conclusion apocalyptique, mais plutôt une pluralité de commencements qui sont libérés par cette crise. Il me semble intéressant de mettre en relation l'effondrement et la montée de la collapsologie avec ce phénomène qui nous parasite depuis plusieurs décennies, qui est celui qui a été appelé par Mark Fisher le réalisme capitaliste. Le réalisme capitaliste, qui serait notre époque, est ce type de pensée ou d'approche qui naît avec des gens comme la Thatcher qui dit There is no alternative, il n'y a pas d'alternative, il faut être réaliste, ça c'est le monde dans lequel on vit. Eh bien, s'il n'y a pas d'alternative, ce monde, il va être amené à aller contre le mur. Donc, il y a une forme de, quelque part, symbiose un peu bizarre et effrayante entre le réalisme capitaliste où on dit, bon, le seul monde possible, c'est le capitalisme et ça va être un progrès, vous inquiétez pas, etc. Et c'est comme s'il y avait une symbiose avec les effondristes qui disent, bon, c'est le seul monde possible, il n'y a pas d'alternative, mais ça ne va pas être le progrès, mais ça va être la catastrophe. Donc, il y a cette forme de coexistence entre un réalisme capitaliste et un réalisme effondriste, pas de tunnel, hein, d'une histoire linéaire comme ça dans laquelle on ne peut pas s'extraire, qui est problématique et qu'il faut peut-être faire voler un éclat. Et l'idée, c'est que pour nous, c'est d'essayer de sortir de ce tunnel et de voir la manière dont se multiplient des alternatives. Il n'y a pas d'alternative à la production de beaucoup d'alternatives. Il n'y a pas une seule alternative et que ces alternatives-là, elles sont déjà en train de se produire à beaucoup d'égards dans le monde qui nous entoure. Et une des questions, c'est comment créer des alliances, comment créer des formes de liaisons entre ces petites îles. Et je termine juste en mentionnant, parce que j'avais envie de terminer avec ce type de proposition, parce que c'est un peu la direction dans laquelle va l'imaginaire de ces films vraiment précieux de Luis Del Trio qui passera après, que je vous invite à voir, où il y a ces patches. Dans les patchs, c'est des petits bouts, des petits morceaux, et qu'il s'agit de tricoter ensemble. Il faut essayer de recomposer quelque chose dans ce monde de l'IT et de construire donc un archipel avec ces îlots. Et je pense que c'est un peu comme ça que ce sera intéressant d'envisager ce monde, voilà, un cours d'effondrement dans lequel nous habitons. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention.
est-ce que du coup les spectateurs et spectatrices publics pardon, ont des questions? N'hésitez pas à poser sur le chat ou sur l'onglet questions-réponses. Du coup, j'en ai une, enfin, j'en ai plusieurs, mais je vais la poser en attendant voir s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas différents... Enfin, tu as parlé du survivalisme et, et pour moi, j'ai vraiment l'impression que le survivalisme est plutôt présent aux États-Unis. Est-ce qu'il y a... Est-ce est-ce que c'est aussi présent qu'en France? Est-ce que c'est pas influencé par la culture cinématographique en provenance des États-Unis, qui puisse biaiser en fait aussi notre perception de la collapsologie. Je pense notamment à, je sais pas, La Route. Et c'est vraiment un imaginaire qui est quand même très présent dans la pop culture, au cinéma. Est-ce que ça ne nous conduit pas aussi à percevoir la collapsologie, l'effondrement comme quelque chose d'inévitable et de totalement et de terrible, sans alternative? Bah, oui, oui, moi je pense que il y a l'efficacité, comme je disais peut-être au début, quand je parlais du mass médiatique, l'efficacité de ce type de discours, de ce type de perspective, quelque part, se branche sur quelque chose de assez profond, peut-être qui remonte même au-delà d'Hollywood et compagnie, qui est une série de récits autour de cette fin du monde, cette fin du monde apocalyptique, donc quelque chose d'assez profond et viscéral qui on retrouve projeté dans aussi beaucoup de narrations un peu dystopiques, entre autres au cinéma. Alors, ce qui, en fait, n'est pas tout le temps envisagé comme quelque chose de forcément négatif, parce que je pense qu'il y a une espèce de apocalyptisme plutôt angoissé et survivaliste, mais il y a aussi des formes d'apocalyptisme plutôt joyeux qui voient aussi comme s'il y avait un retour du grand soir, donc d'une révolution où bon, on va il faut, donc il y a aussi cet imaginaire-là, l'imaginaire de la révolution et donc de l'écroulement total de la disparition du monde méchant dans lequel on habite et qui nous permettra de recommencer de zéro. Donc oui, il y a d'un côté cette peur millénariste d'une fin du monde et de l'autre côté, il y a aussi ce répertoire de l'imaginaire plutôt eschatologique d'un point de vue plutôt religieux ou sinon révolutionnaire de la possibilité que le monde tel qu'on le connaît disparaisse et qu'on puisse recommencer. Il y a ça. Mais en même temps, même si j'ai l'impression que beaucoup de gens qui parlent de collapsologie en France, donc les voix un peu plus officielles de la collapsologie, des gens comme Pablo Servigne, Yves Cochet par exemple, Jean-Marc Jancovici, ils ne sont pas forcément dans une approche survivaliste, au contraire, soit ils se positionnent vraiment sur des approches très libertaires, quasiment anarchistes, comme j'ai l'impression parfois Servigne et des gens autour de lui, soit des gens comme Yves Cochet ou Jancovici réfléchissent aussi à des formes de politique publique à large échelle, au niveau étatique. Donc, pas du tout dans l'optique survivaliste. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau de la manière dont ça est intégré et métabolisé au niveau personnel, individuel, surtout dans une société qui prend pas vraiment en compte le risque de l'écologie, cela ne produise pas une forme de peur, de repli, comme en fait on voit qu'il n'y a rien qui bouge autour et que les choses vont potentiellement de pire en pire, et ben les gens, même en France, ont en partie l'idée de moi, je vais essayer de me sauver. Comme on n'arrive pas à se sauver tous ensemble, je vais essayer de me sauver et je vais, par exemple, m'armer, je vais acheter un terrain avec une source dans un endroit isolé, etc. Et, et donc, il y a ce type qui est, c'est Piero San Giorgio que je vous citais, qui a fait pas mal de bouquins sur ce thème-là et qui ont l'air d'être bien vendus. Et il y a aussi pas mal de témoignages. Si jamais vous allez écouter ces séries de podcasts assez intéressantes et touchantes qui s'appellent L'effondrement en moi,
des pieds sur terre sur France Culture. Vous avez par exemple un assez intéressant témoignage de quelqu'un qui se considère finalement comme survivaliste et qui est en train de se préparer tranquillement avec sa famille en Savoie pour l'effondrement. Donc, il apprend à des techniques de survie en milieu hostile, sauvage, il apprend à tirer, etc., etc. Ok, c'est super. Merci pour ta réponse. Du coup, n'hésitez pas à poser dans le chat ou sur l'onglet questions-réponses. Et j'avais encore une question. Alors, oui, voilà. Est-ce que donc c'est propre à notre civilisation, enfin la civilisation occidentale, l'effondrement, la collapsologie, et comment est-ce que ça peut être perçu dans d'autres cultures, dans d'autres communautés? Est-ce que l'effondrement est perçu comme un cataclysme, comme dans une version vraiment très religieuse, eschatologique, ou alors est-ce que là, il y a plus la porte ouverte aux alternatives, à l'imaginaire? Voilà, c'est pour savoir au niveau de la représentation dans d'autres cultures. Oui, bon, déjà, je réponds à Sylvain qui a écrit quelque chose dans la discussion. Donc, le nom du podcast est L'effondrement et moi. L'effondrement et moi. Et ça fait partie d'une série de podcasts documentaires que j'aime beaucoup en général, qui s'appelle Les pieds sur terre et qui est diffusé par France Culture et qui fait parfois des choses excellentes. Je pense que c'est une très bonne. Voilà, merci Marine. Et c'est une très bonne euh, comment dire, représentation de ce que ça veut dire en termes plutôt de recherche individuelle et pas d'analyse globale, l'expérience de l'effondrement. Pour ce que tu me demandais, Marine, alors je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais peut-être je te malentendu et je dis autre chose, après tu me reprends. Alors j'ai l'impression qu'il y a deux ordres de problèmes. Alors, le premier problème, c'est comment les gens qui ne participent pas de notre euh, monde riche, comment ils regardent la question de l'effondrement telle que nous la exprimons, telle qu'elle prend beaucoup de place dans notre débat récemment, dans notre imaginaire. Et c'est une question qu'on s'est posée, par exemple, lorsque on envisageait cette perspective décoloniale sur euh, l'effondrement, en se disant, mais en fait, il faut peut-être se mettre les lunettes de d'autres points de vue dans la sphère géopolitique pour avoir un regard différent sur cette peur de s'effondrer. Et se rendre compte, en fait, et c'est un peu la chose qu'on suggère dans notre texte, que ce dont on a peur, ou ce qui est particulièrement mis en crise en ce moment, c'est un système qu'on a construit, que nous avons construit en particulier depuis plusieurs siècles, et qui se base sur des présupposés assez insoutenables, et qui finalement, dans la chute, va peut-être surtout mettre en danger notre style de vie, notre style de consommation, etc. Et aussi, globalement, notre univers de valeurs, de représentation qui nous appartient. Alors, ce qui ne veut pas dire que, disons que la plupart des sociétés au niveau global est enlisée dans ces systèmes. C'est ça un peu, je pense, le dilemme. Et ce qu'on voit aussi avec le coronavirus. C'est-à-dire, parfois, même s'ils ne sont pas euh, même s'ils sont pas et s'ils n'en bénéficient pas au contraire ils subissent ce système, si ce système va en panne, eh ben, les, ces gens, ce peuple aussi peuvent être les premiers qui subissent, les conséquences. C'est par exemple le cas avec le réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, même si les Américains, c'est le peuple le plus consommateurs autour de la planète, qui pollueurs autour de la planète, bah, ce n'est pas eux qui vont en payer les frais tout de suite, mais c'est d'autres peuples qui potentiellement n'ont rien à voir. Donc, il y a à la fois, il faut prendre le point de vue des autres, au sens pluriel du terme, pour relativiser
manière de penser cette fin du monde. Et ne pas oublier que ces délitements qui sont en cours impactent peut-être d'abord les autres que nous qui sont responsables. L'autre chose que je voulais dire, si j'ai bien compris, j'ai l'impression que une autre chose qu'on fait dans notre livre, c'est d'aller voir quelque part des récits d'effondrement ce qu'on pourrait appeler l'effondrement chez les autres peuples. Par exemple, en Amazonie, avec David Kopenawa, qui est un grand représentant des peuples autochtones d'Amazonie, qui va raconter quelque part la fin, l'effondrement ou la difficulté de leur civilisation face à la conquête, espagnole ou européenne, et qui donc nous démontre comment il y a, ce que vous disiez dans ma prise de parole, comment il y a eu déjà depuis très longtemps des formes d'effondrement qu'ont subi les autres et qu'ils ont aussi mis un récit et que malgré tout, eux, ils naviguent à travers ces effondrements depuis très longtemps. Et, troisième chose, juste pour conclure, une des autres choses qu'on a mis en valeur avec Yves sur ce type de contexte, c'est entre autres le travail de quelqu'un qui s'appelle Fred Moten et Stefano Arney, je peux aussi l'écrire dans le chat, qui travaille beaucoup qui travaille dans les milieux des Black Studies. C'est quoi les Black Studies? C'est plutôt un ensemble d'études assez variées, difficilement traduisibles en français, mais qui est plutôt né plutôt aux États-Unis et qui s'intéresse entre autres à la culture black au sens large et au monde qui est un peu issu du monde africano-américain. Fred Moten et Stefano Arney, ils parlent entre autres, ils valorisent la manière dont les communautés mineures aux États-Unis, notamment celles africano-américaines, vont s'organiser dans une situation où ils ne bénéficient pas des infrastructures, de l'État, etc., dont les Blancs bénéficient. Et donc, dans cette situation, il parle de sous-commandes, des commandes d'en bas, il parle undercommons, donc des formes d'organisation autonomes qui se mettent en place dans ces communautés qui sont soumises vraiment à des formes de délitement, qui vivent vraiment dans les ruines du capitalisme américain. Et c'est aussi peut-être de ce côté-là qu'on a essayé d'aller voir des récits de comment dans des communautés qui vivent à la marge de notre monde ou dans les ruines de notre monde, il y a des manières de vivre, de faire ensemble, etc., auxquelles il faut prêter attention et peut-être apprendre, etc. Super, merci. Du coup, concernant... Alors, y aura-t-il un résumé envoyé par mail? Je peux, enfin, si tu veux faire peut-être pour les personnes arrivées en cours de route un petit récap ou je peux envoyer oui, quelque chose à l'ensemble des participants. Oui, non, je peux dire en deux mots ce qu'on a fait avec Yves et vous dire également que si jamais il y a des choses qui vous intéressent, si vous voulez avoir un peu plus d'éléments, on a fait, donc il y a un an, on publié ce livre qui s'appelle Génération Collapsonaute et on a fait une série ce qu'on fait d'habitude quand on publie des livres, donc on a fait des entretiens et donc, dans les entretiens, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est on répète les mêmes choses. Donc, ils s'équivalent. Et il y a un entretien, par exemple, qu'on a fait sur France Culture, si vous êtes plutôt radio, à une émission assez intéressante. Là, aujourd'hui, ce soir, je suis radiophonique, donc je vous donne plein de références. Donc, une émission qui s'appelle La suite dans les idées de Sylvain Bourmeau. La suite dans les idées, on a fait un entretien il y a un an avec qui vont présenter notre texte. Donc, ça fait une petite demi-heure, une quarantaine de minutes où on parle de ça. Et sinon, il y a quelques petits entretiens à droite à gauche
qu'on a fait avec des revues en ligne ou en papier, juste pour dire, bon, si vous avez envie de fouiller et vous n'avez pas envie de vous taper 300 pages, parce qu'au début, on voulait faire un petit livre un peu plus agile, et finalement, quand tu mets deux universitaires l'un avec l'autre, ça déborde partout, et donc il y a des notes, il y a des références, il y a des choses qui s'ajoutent, et donc ça fait un livre un peu plus hostile qui fait 270 pages. Bon. Et donc, juste pour, là, je m'éparpille, mais donc, juste si vous avez envie d'avoir un micro-résumé, donc l'idée de Yves et moi, avec ce livre qui s'appelle Génération collapsonaute, était d'accompagner cette montée en puissance du discours autour de l'effondrement qui commence à prendre beaucoup de place dans les milieux français, francophones, vers 2018-2019, c'est le moment où on écrit ce livre. Notre idée, c'est d'accompagner ces discours-là sans avoir ni une attitude polémique contre la collapsologie, ce qui se produit parfois dans les milieux critiques, plutôt de gauche, mais pas que, ni avoir une attitude, comment dire, aveugle, de dire, bon, c'est un problème qui n'existe pas, tout va bien et business as usual, et ni non plus avoir une approche obsédée, donc se faire hanter, on est obsédé par l'effondrement. Donc trouver une juste position des milieux et considérer donc ces discours-là comme les prendre au sérieux. Donc ils disent des choses qui sont importantes, ils mettent en évidence des problèmes, des crises que d'habitude on essaye de cacher, on essaye de négliger. Ils sont aussi importants parce qu'ils arrivent à mobiliser beaucoup de personnes collectivement, individuellement, par exemple dans le contexte de Fridays for Future ou Extinction Rebellion ou d'autres groupes comme ça, qui finalement incarnent dans leurs actions et leurs discours des idées de collapsologie finalement. Et en même temps, donc, on dit on le prend au sérieux et on essaie de le valoriser. On se demande comment valoriser ce type de discours tout en déjouant les pièges qui effectivement existent, dont on parlait par exemple à l'instant sur par exemple cette annonce d'un effondrement global et absolu de tout le monde qui va nous effacer complètement tout d'un coup. Notre idée, c'était de penser plutôt, comme je disais pendant la présentation, et ça le titre qu'on a donné au livre, ce qui se génère dans des situations de crise, d'effondrement, de faiblesse, de vulnérabilité dans laquelle nous sommes. Comment on génère des choses qui nous permettent de nous orienter, de naviguer à travers ces effondrements qui sont à concevoir plus dans le présent et dans leur pluralité qu'est dans la menace apocalyptique. Et donc, dans le livre, on a fait une série de chapitres où on prend chaque fois un point de vue un peu surprenant, un peu décalé sur les questions d'effondrement et qui essaye d'en tirer le mieux et de déjouer le pire dans ce type de perspectives qui maintenant occupent beaucoup de place dans les milieux écologiques, à la fois dans le débat théorique et dans les organisations militantes. Voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Je vais donner quelques exemples sur comment, par exemple, la fiction peut nous aider à habiter ce monde effondré ou en train de s'effondrer autant au même titre, autant que les analyses scientifiques et mathématiques que souvent les ingénieurs de la collapsologie nous donnent. On parle, par exemple, de la manière dont une analyse lexicale sur les termes que la collapsologie mobilise donc comment les termes et les lexiques vont nous projeter dans un imaginaire plutôt que dans un autre, des choses comme ça. Et bon, c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre livre. J'ai retrouvé le lien pour France Culture, le temps du délitement, que je partage aussi dans le chat. Du coup, Clémence lève la main, donc vas-y Clémence, tu peux désactiver ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour votre conférence, c'était très intéressant. J'avais juste une question qui est un peu liée à mon expérience. C'est-à-dire que généralement, quand je parle avec des amis de
de l'effondrement, ouais, en tout cas d'un possible effondrement, je passe un peu pour une tarée. En tout cas, mes amis qui sont hors milieu écolo. Et, euh, et du coup, en général, la question qu'on me pose, c'est si ça serait pas défaitiste de parler d'effondrement, parce que en général, mes amis me disent qu'il y a sûrement d'autres solutions, que c'est pas, que c'est, que c'est évitable en fait. Donc voilà, je voulais savoir peut-être qu'est-ce que vous répondriez si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous répondriez à mes amis? Merci beaucoup pour votre question. Bon, on a tous des amis qui n'y croient pas à l'effondrement, et peut-être que si nous-mêmes, on n'y croit pas jusqu'au bout, sinon on aurait tout lâché si on y croyait à un effondrement tel que parfois on le fantasme, donc comme une forme comme je vous disais, répété à plusieurs fois, une forme de fin absolue et totale qui va nous détruire et nous projeter dans un monde comme celui de The Road de McCartney dont parlait Marine, donc une espèce de désert où de petits groupes d'humains éparpillés survivent avec des formes de cannibalisme, etc. Bon, si on croyait vraiment qu'il y avait un effondrement absolu global, on n'aurait pas écrit un livre, on ne serait pas en train de s'entretenir sur Zoom. Je pense qu'on croit plutôt globalement, moi je reprendrai d'abord que ce que j'ai essayé un peu ce que j'ai martelé tout le temps, peut-être d'une manière obsessionnelle, c'est-à-dire l'idée que il n'y a pas comment dire, ce qu'on appelle l'effondrement n'est pas une catastrophe ultime qui va venir, mais quand on parle aux amis de l'effondrement, on parle de processus de crise écologique qui sont déjà en cours, qui nous entourent et qui se manifestent à beaucoup d'endroits et d'une manière donc assez hétérogène et qui se manifeste depuis assez longtemps, que si quelque part ce monde abîmé n'est pas inévitable, et même on est pris, en fait, on est pris, ce que nous montre le collapsologue, c'est qu'on est pris euh, dans des mécanismes qui sont déjà enclenchés et qui entraînent des effets de conséquences euh, qu'on ne peut pas trop interrompre et qu'on est déjà en train de subir avec le réchauffement climatique, etc., etc. Et en même temps, cette chose-là laisse le temps et l'espace pour faire plein de choses. Donc, le fait de croire à l'effondrement, une des choses qu'on dit dans les livres, c'est qu'il y a peut-être une distinction entre croire à l'effondrement, croire à comme on croit à une espèce d'identité religieuse auquel qu'on adore ou qu'on subit de plein fait, etc. On dit il y a les croire à et les croire en, les croire comme en étant dedans. Et donc, ce n'est pas une croyance comme ça, une croyance aveugle, mais croire en l'effondrement, croire dans l'effondrement, c'est croire d'une manière un peu tâtonnante, hésitante, en essayant de faire des choses ensemble pour répondre, réagir sur plusieurs échelles à ce qui nous arrive. Moi, j'aurais tendance à répondre ça, c'est-à-dire à problématiser d'abord qu'est-ce qu'on appelle effondrement, à ne pas quelque part rejeter l'idée d'effondrement et tout ce qui entraîne d'inévitables et des destructions qui sont en cours, et en même temps ne pas voir ça comme une espèce de force monstrueuse absolue, mais comme quelque chose qui est en train de se passer, mais en même temps ça laisse plein de place. Au contraire, ça ouvre de la place parce qu'il y a de plus en plus de gens comme vous, Clémence, je pense, qui ne croient plus à ces systèmes où il faut avoir un salaire le plus haut possible pour se payer des vacances à la fin du mois et aller le plus loin possible avec des avions et pouvoir avoir des crevettes pêchées au Chili pour faire son cocktail les samedis soirs. On s'en fiche de ça, on s'en fiche de plus en plus.
peut-être on a plutôt envie de bricoler ses propres meubles, de construire des réseaux d'entraide, de remettre en place des formes de potager urbain, etc., etc. Donc l'effondrement, ça nous permet de croire moins au capitalisme et de croire plus à d'autres choses qui sont peut-être utiles pour naviguer à travers ces temps comme ça de vulnérabilité, d'incertitude et aussi de blessures sûrement qu'on vit. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre réponse. Merci, je ne sais pas si c'est utile. Et on a aussi Sylvain qui posait une question. Vas-y, Sylvain. Tu peux enlever le muet. C'est bon, vous m'entendez? Oui, test. Un, deux. Oui. Ouais, d'accord. Du coup, merci de votre intervention. Bon, excusez-moi, je suis effectivement arrivé un peu de cheveux sur la soupe. J'espère que ça n'a pas été abordé auparavant. Dans la logique de pouvoir un petit peu apporter des arguments scientifiques, peut-être factuels, enfin, je ne sais pas, de présenter l'effondrement comme quelque chose qui n'est pas effectivement une croyance, dont on vient de parler, mais quelque chose qui a cet aspect un peu scientifique que vous voulez amener dans le livre. Euh, j'ai envie de poser un peu la question en avance de phase avant que je le lise. De quel genre d'éléments sur lesquels vous appuyez? Question ouverte et je vous donne un exemple par rapport à ce que moi j'amène parfois dans les discussions que j'ai pu faire lors de longs blablacar et ce genre de choses-là qui sont, je m'appuie toujours sur deux grands principes qui sont l'équation de Caillard et le club de Rome, qui je pense sont la première introduction à la collapsologie peut-être, et qui est souvent, je sais pas si c'est souvent attaqué, mais qui est amené la plupart du temps. Et j'ai envie de dire, si je dois pitcher l'effondrement demain, que je dois dire en 5-10 minutes, peut-être un peu plus 30 à quelqu'un, écoute, voici les raisons un petit peu scientifiques par A plus B qui nous font penser que ça va arriver. Pareil, quel angle d'attaque vous le feriez à l'oral? Ce qui est, je pense, ce que vous expliquez dans le livre et que vous avez peut-être abordé déjà dans ce webinaire, mais si c'est le cas, je vous prie de m'excuser, le redites. Non, merci beaucoup Sylvain pour la question qui en fait auquel je ne suis pas en mesure de répondre, mais je vous explique pourquoi. En fait, disons que globalement, moi et Yves, comme je disais à un moment donné, ni l'un ni l'autre, nous sommes des scientifiques durs, donc des gens qui travaillent sur des données qui concernent la CO2 dans l'atmosphère ou bien le réchauffement climatique ou encore les ressources énergétiques à notre disposition ou la manière dont on fait de l'agriculture. Donc notre livre n'est pas un livre de collapsologie au sens strict du terme. C'est-à-dire, on ne va pas expliquer comme pourrait le faire Pablo Servigne, qui est agronome, ou Jean-Marc Jancovici, pour citer deux noms importants de ces milieux-là, ou tous les gens autour de Jean-Marc Jancovici avec le Shift Project, etc., qui ont des données très factuelles, comme vous le dites, très concrètes sur l'épuisement des ressources, sur la décroissance de la biodiversité, etc., etc. Ce qui est incarné d'ailleurs, comme vous le dites assez bien, dans le rapport Meadows au début des années 70, donc il y a 50 ans. Il y avait des données assez précises sur donc, les limites de notre système de croissance et leur chute progressive qui s'avèrent plus ou moins plutôt correctes avec 50 ans de recul, les paraboles qu'ils ont tracées. En fait, nous, notre travail, j'ai essayé de le présenter pas comme un travail de collapsologie. Donc, on ne va pas élaborer des chiffres, des discours purement scientifiques autour de ça. On réfléchit plutôt avec les moyens qui sont les nôtres à comment être en relation avec ce type de discours, ce type de données, ce type de scénarios qu'on partage, sûrement en partie, mais dont on constate aussi les limites. Donc l'idée, pour nous, c'est de voir comment les activer, ce type de théorie qui s'appuie sur des données très factuelles et très chiffrées,
comment les activer et peut-être les conduire vers de résultats les plus intéressants possibles. Et en ce sens, par exemple, on fait le constat, que j'ai dit pendant la conversation, que le purement factuel, le purement objectif, les savoirs neutres sur le plan scientifique ne suffit pas pour mobiliser les gens. C'est quelque chose d'assez froid, d'assez abstrait. Alors, je montrais, par exemple pendant notre, si vous permettez, je repartage à nouveau l'écran juste une seconde. J'ai montré pendant la présentation, entre autres, un graphique qui est assez connu dans le milieu, qui est la courbe de Killing, qui montre comment il y a eu cette flambée cette montée assez flagrante de la CO2 dans l'atmosphère pendant les dernières décennies. Bien, une fois qu'on a vu ça, ces schémas scientifiques, quel est l'impact qu'il a sur nos gestes, sur nos valeurs, sur nos conduites, sur notre imaginaire, etc., etc. C'est un peu ça le problème qu'on se pose. Parce que même si ce savoir-là est assez solide et bien documenté, n'arrive pas souvent à quelque part être absorbé d'un point de vue personnel, anthropologique dans notre monde. Et c'est pour ça qu'on parle en fait, avec Yves, on ne rejette pas la question de la croyance, au sens où toute communauté, pour aller dans une direction plutôt dans une autre, a besoin d'une croyance, d'une forme de religion. Mais la religion, pas au sens obscurantiste du terme, au sens que certains anthropologues comme Bruno Latour ont mis en avant, c'est-à-dire ce qui nous relie, ce qui nous tient en tant que communauté culturelle, humaine et politique. Et donc, le problème de la collapsologie, quelque part, purement mathématique, objective, surplombante, c'est qu'elle n'arrive pas à nous faire croire à autre chose. Elle n'arrive pas à mettre en discussion cette croyance qui nous domine, qui est aussi le monde apparemment objectif du réalisme capitaliste, très pragmatique, qui dit, bon, le monde est tel qu'est celui-là, etc. C'est en réalité un monde de croyance. En fait, on croit dans l'importance d'être salarié, de recevoir un salaire à la fin du mois, on croit dans l'importance de s'acheter une voiture, on croit dans l'importance de progresser donc en termes du bien-être matériel. Donc, c'est des choses qui, certes, ont une base matérielle, mais qui font aussi beaucoup... on croit à l'importance de pouvoir s'acheter des choses le week-end à fin de shopping. Donc, c'est des valeurs qui sont ancrées et qu'il faut aller remettre en discussion. Et les problèmes qu'on pointe, c'est que ces chiffres, ces données scientifiques sont en levier, mais souvent n'arrivent pas à remettre en discussion nos valeurs. Et on fait tout un travail dans notre livre, si jamais vous y jetez un coup d'œil, peut-être vous allez le voir plus précisément, sur plutôt un niveau de la narration, des idées, des registres. Je parlais de registres comiques plutôt que de registres tragiques, on parlait de l'outil de la fiction, on parle de beaucoup de choses comme ça qui peut-être nous aident. L'idée, c'est pas qu'elles remplacent aussi les discours scientifiques, mais qui les accompagnent, qui les complètent et aussi peut-être les corrigent un peu. Donc, j'avais envie de réagir comme ça à votre question et je ne suis pas dans la bonne position pour vous dire comment mieux argumenter d'un point de vue purement scientifique les questions d'effondrement. Très bien. Non, je vous remercie et je pense que c'est tout à fait juste ce que vous dites et qui avait déjà été observé. J'en avais fait d'autres lectures. Il y a une étude sur ce côté, effectivement. Je ne pourrais pas citer la source ni la personne. C'est vraiment quelque chose que j'ai lu en quelques lignes et qui se recoupe avec ce que vous dites, qui est de dire que finalement, les faits scientifiques ne font pas bouger les personnes. Ce n'est pas ça qui nous fait nous mouvoir. Et que, comme vous le dites, ils sont bien trop abstraits pour parler aux personnes. Je vous rejoins totalement là-dessus et je pense que c'est très juste. Reste encore à voir effectivement dans un argumentaire quelle spécialisation papier. Je ne doute pas que je trouverai de matière dans votre livre. Je me permets d'étendre à ça, mais je me fait réagir dans ce que vous avez dit. Là aujourd'hui, on a
on a un exemple de forme de, pas parler d'effondrement, mais on a un exemple de ralentissement de l'économie lié au Covid-19. J'imagine que c'est déjà une question qui a été posée, je vais de nouveau peut-être. Mais est-ce qu'on a pu observer des changements de comportement? Pas. Est-ce qu'il est trop tôt pour faire des conclusions là-dessus, liées, donc je parle à la collapsologie? Parce que m'est venue l'idée lors de votre réponse de dire, mais finalement, c'est vrai que là, aujourd'hui, on voit un ralentissement de l'économie, on ne peut plus partir en voyage, on ne peut plus s'accorder un certain nombre de conforts. Et la réaction générale n'est pas de se dire que c'est une vie à laquelle on doit s'adapter, mais une vie transitoire dont on espère la fin au plus tôt possible et un retour comme avant, le fameux retour comme avant. Euh, et voilà, je me demandais si ça, c'est une forme qui a un peu été étudiée sur cette vision, en fait, même des choses qui nous touchent au quotidien, et si le Covid-19 a pu aider dans cette vision-là de la collapsologie. Excuse-moi, juste avant de répondre, du coup, ça sera la dernière question, puisqu'à 20h, on commence la projection du film Patching Topias dont Jacobo avait parlé. Donc, je te laisse conclure sur ça, Jacobo. Oui, qu'il ne faut absolument pas rater, parce que là, c'est vraiment un film assez fantastique. Peut-être je donne juste 2-3 éléments, Sylvain. Effectivement, la collapsologie a été beaucoup mobilisée dans ce présent de la pandémie virale. Et aussi, peut-être, c'est sous cet angle-là que je suggérerais de voir notre manière de dire qu'il n'y a pas un grand effondrement, mais il y a des délitements. Il y a des délitements qui sont en cours, dont un, et c'est lui enclenché par la collapsologie. Donc, c'est déjà un scénario d'effondrement en cours. Entre autres, c'est les collapsologues eux-mêmes qui ont revendiqué ce parallèle. Il y a beaucoup de collapsologues qui ont essayé de voir leur propre discours à la lumière de ce qui était en train de nous arriver. Et entre autres, il y a quelque chose qui est assez intéressant de mon point de vue. Il y a toute une coalition de collapsologues comme Pablo Servigne, Bourg, que je pense intervenait aussi dans cette série etc., qui ont composé une série de propositions pour un retour sur Terre, si je ne me trompe pas, qui est une série de propositions pour réorganiser notre économie et nos institutions en profitant de ce temps d'arrêt et pour s'adapter mieux à l'effondrement. Donc, s'adapter pas pour revenir en arrière, mais donc il y a eu vraiment l'intervention aussi en termes de propositions institutionnelles et politiques, par exemple mettre en place un revenu de transition écologique, donc qui permettrait à des gens qui font des boulots de merde, des bullshit jobs ou des boulots nuisibles de arrêter et avoir un revenu de transition pour faire des travaux qui profiteraient davantage à l'écologie, etc. Donc, déjà, il y a cet élément-là qui me paraît assez intéressant. Donc, comme les collapsologues eux-mêmes se sont emparés d'une manière assez concrète et pragmatique pour certains aspects de ce qui nous arrive, donc ils les enlèvent aussi un peu de cette espèce de nuage de millénaristes, etc., etc. De l'autre côté, moi, j'ai deux... ouais, il y a sûrement cette inertie, il y a sûrement cette inertie quelque part assez lourde qui est celle que les collapsologues critiquent, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire autrement, qu'on n'est pas capable de créer un autre monde et qu'on va toujours essayer de poursuivre sur notre ligne. Et donc, on va essayer de retourner au monde d'avant, au business as usual. Donc ça, c'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites habitudes, comme vous le disiez, qui sont en train de changer. Par exemple, peut-être on prendra beaucoup moins l'avion la prochaine année. On fera des vacances beaucoup plus locales les prochaines années. On aura appris peut-être à prendre soin du voisinage parce qu'on a mis des micro-réseaux d'entraide pendant le confinement, etc. J'ai envie de penser ça. Et en même temps, pour conclure, j'avais envie de dire quelque chose par rapport en fait, à cette tendance à être incapable de gouverner la crise que par des formes de gestion autoritaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez symptomatique et inquiétant dans le Covid, même si parfois ça se comprend dans le monde tel qu'on le vit. Mais face à un délitement assez critique comme celui de la crise virale, qu'est-ce qu'on fait?
eh ben, on a plutôt tendance, surtout dans certaines sociétés comme la France ou même l'Italie d'où je viens, à mettre en place plutôt des formes de gestion assez verticale et autoritaire, voire policière de la population pour répondre à ces difficultés. C'est exactement le contraire de l'horizon de l'entraide que l'apologie plutôt de gauche va quelque part préconiser. Donc là, il y a vraiment un peu au niveau de clochette d'alarme sur comment on est capable de se gouverner dans des temps de crise, ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il y a eu énormément de formes d'auto-organisation du bas qui se sont mises en place dans toutes les institutions et en dehors des institutions pour survivre à cette situation exceptionnelle dans les écoles, dans les hôpitaux, qui sont des formes d'auto-organisation même au sein des institutions qui sont plutôt de l'ordre anarchique de qu'est-ce qu'on de l'organisation de base entre des gens qui partagent une même activité et un même espace, un même objectif. Donc, je pense qu'il y a aussi ça à valoriser, comment on s'est mobilisé ensemble du bas, même si d'en haut, on avait des formes de gestion assez autoritaires qui sont un peu inquiétantes. Eh ben, merci. Merci pour cette conclusion très actuelle. Et, du coup, on vous conseille de vous connecter dans 1 minute pour profiter de la projection du film de Louise Delprieux. Et encore merci à toi, Jacobo, pour ton intervention. Et merci peut-être un jour à Grenoble en présentiel. Avec Merci. grand plaisir. Merci Bonne et soirée. bon visionnage. Bientôt. Bonne soirée à toutes. Au revoir.